BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette séance, cette semaine qui restera quand même une semaine historique. On va en parler avec nos deux invités du Club de la Bourse, Sébastien Lemonnier, gérant Action Europe chez Mansartis, et Alain Pitous, directeur général adjoint de Talence Gestion. Bon, il y a tellement de choses à dire, messieurs, je sais pas, je vais vous laisser peut-être faire vos premiers commentaires. Alain, comment vous avez vécu cette semaine? Alors, des réactions de marché très puissantes, très violentes, très fortes, et puis alors sur le fond, les annonces quand même de la Banque Centrale Européenne. Oui, je crois que ce qu'il faut retenir des annonces de la Banque Centrale, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et Benoît Cœuré, non mais c'est important parce que Benoît Cœuré, donc français, membre du directoire de la BCE, redit aujourd'hui, c'est un QI open-ended, comme on dit en anglais, sans limite. Donc là, après le bazooka, je ne sais pas quelle est l'arme au-dessus, mais ils l'ont sorti. Donc ça, c'est pour remettre de la confiance pour les investissements risqués, pour que enfin les entreprises réinvestissent, les banques réinvestissent, que tout le monde se remette dans ce cycle d'investissement. Donc les moyens utilisés sont massifs. On a donc outre le fait qu'il n'y a pas de limite, si on regarde ne serait-ce que jusque fin 2016, on aurait par rapport au QE américain un impact plus important du QE de la Banque Centrale Européenne, puisqu'on aurait un poids par rapport au PIB qui serait beaucoup plus important, 35% environ contre 25% à ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc on a un effet volume masse qui est monstrueux. Alors je parle pas des marchés financiers, on va dire c'est un peu un autre sujet, mais c'est le premier élément. Enfin c'est l'élément. La taille, le poids, et puis une affirmation très forte en disant on va être là pendant plusieurs mois. Donc là on va finir par avoir un moment donné où ça va nécessairement repartir et au moins remettre un peu d'anticipation d'inflation dans l'économie. Donc je crois que rien que ça justifie les niveaux de marché. Alors après j'entends parler souvent de bulles obligataires, de bulles actions, etc. Tout le temps, enfin c'est quelque chose qui revient en permanence. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on est déjà en excès d'épargne dans le monde. Donc on a déjà des tensions sur les marchés en général, parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises et de banques qui investissent. Et justement, alors concrètement, là, si on reprend un petit peu la mécanique du QI, donc ceux qui ont des dettes souveraines, puisque grosso modo quand même, on va racheter principalement, enfin beaucoup de dettes souveraines. Je suis détenteur de dettes souveraines. Je suis une banque, je suis une institution financière, je suis une institution, une financière, un hedge fund. J'ai de la dette souveraine. Je la porte auprès de la Banque Centrale Européenne. Elle me donne du cash en retour. Ce cash, je vais le mettre où ? Ça c'est un vrai sujet d'investissement. Et pourquoi est-ce que je garderais pas mes dettes souveraines, puisque de toute façon avec ça déjà je fais de la super perf. Un peu de rendement, oui. Alors après il y a encore une fois il y a deux cas de figure. Il y a les banques qui se redonnent des marges de manœuvre, qui vont avoir de nouveau des marges de manœuvre pour faire un peu de crédit. D'accord. On le sent un petit peu venir, c'est-à-dire qu'on discutait hors antenne. Ça frémissait. Déjà il y a des banques, mais l'activité bancaire commence à repartir un petit peu. C'est-à-dire que si on fait, il y a eu un sondage qui a été fait auprès des patrons de banques européennes, il y a 70% de ces patrons qui nous disent qu'ils ressentent un frémissement du côté de la demande de crédit, ce qui est quelque chose de déterminant pour les entreprises européennes pour avoir un peu d'air et puis réinvestir, parce qu'on a un retard d'investissement massif. Donc on a mis les choses en place pour que tout se passe bien. Donc les marchés sont euphoriques par rapport à ça. Et donc l'argent que je dégage en vendant mes obligations souveraines à la BCE, je le mets où ? Je pense qu'il y a une partie qui va aller sur les actions. Ouais. Et puis une partie qui va aller dans l'économie réelle d'une manière ou d'une autre. Donc il suffira de pas beaucoup pour réenclencher ce mouvement. Aujourd'hui, on le voit pas. Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça, de gens qui doutent. Mais en attendant, ces mêmes gens qui doutent ne vendent pas leurs actions aujourd'hui et ne vendent pas leurs obligations non plus. Donc on a quand même un phénomène où on est un peu obligé de le faire. Il faut dissocier deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la réaction de marché et la logique de marché. Oui. Et effectivement, cet argent, comme vous le dites, il faut bien l'investir aussi quelque part, surtout quand on investit pour le compte de clients. Oui. Et puis il y a les fondamentaux économiques. Et là-dessus, les doutes, on les retrouve même au sein de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que Benoît Cœuré aujourd'hui, donc 24 heures après l'annonce d'un QI massif du côté de la BCE, dit si l'impact n'est pas suffisant, de toute façon, on fera plus. Oui, et on sait très bien que chaque fois qu'une banque centrale s'est engagée dans ce genre de programme d'achat d'actifs, on n'est pas resté à un seul QI. Il y a eu QI 2, QI 3 à chaque fois. Mais je crois que le point clé, c'est donc juste pour revenir, on sait que l'efficacité n'est pas garantie. Ah non, mais ça, de toute façon, l'efficacité n'est pas garantie parce que l'économie, c'est une science humaine avant tout. Donc, il faut que les opérateurs aient de nouveau confiance. Donc, ils affirment ça, ils vont le réaffirmer. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait un peu s'ennuyer, parce qu'on allait avoir 16 mois à 50 milliards, 60 milliards par mois. Donc, on va faire les comptes chaque mois en disant est-ce qu'ils ont bien fait leurs 60 milliards. Et puis, ça va être la seule chose qu'on va faire. Puis là, en fait, il va y avoir visiblement un petit peu d'animation et ils nous diront en permanence si ça suffit pas, on continuera. Donc, je pense que c'est le point clé. Alors après, le deuxième point, c'est est-ce que les États
par endroit, ont un peu de marge de manœuvre et un peu de volonté pour faire quelques programmes d'investissement, parce que c'est la manière la plus simple pour qu'on soit certain que les euros alloués, libérés, soient réinvestis dans l'économie réelle. C'est la seule solution pour le faire de manière vraiment marquée sur des programmes vraiment très clairs. Et l'Europe en a besoin. Bon, ça c'est l'autre grande question effectivement, et pour l'instant la réponse est en suspens. Sébastien Lemonnier, donc je le rappelle, gérant Action Europe, stock picker. C'est une bonne ou une mauvaise configuration pour un stock picker? Parce que quand on a des flux d'argent à investir comme ça, généralement, on voit un peu des achats sans discernement. Là, on achète un peu tout et n'importe quoi. Le marché, voilà, achète un peu tout et n'importe quoi sans discernement. Quand on est stock picker, c'est pas trop ce qu'on aime généralement. Dans les stock pickers, faut être patient. Et puis on sait que ça fonctionne comme ça. C'est toujours des cycles. Moi, je reviens un peu sur ce qui s'est passé au mois de septembre-octobre, quand je venais sur votre plateau, que tout le monde était très négatif, que les analystes chartistes nous parlaient de seuil à la baisse, c'était catastrophique. Et en fait, c'est le meilleur moment pour acheter, comme à chaque fois. Après, dans ces mouvements, il y a la panique quand ça baisse, et puis il y a les mouvements très forts de flux quand justement il y a cette euphorie. Quand on a un investisseur fondamentaliste, stock picker, on essaie justement de prendre du recul par rapport à ça, et puis faire le job comme à chaque fois, de continuer à regarder les fondamentaux des sociétés, les niveaux de valorisation. Moi, j'ai passé la semaine en étant 3 jours en Allemagne à rencontrer des sociétés. Ouais. J'étais pas en train de penser à ce que Mario Draghi allait faire, à essayer de spéculer, etc. Moi, non, mais qu'est-ce qu'elles racontent ces entreprises? Parce que mine de rien, et il y a beaucoup de patrons qui commentent l'action de la BCE qui sont pas des spéculateurs, mais Carlos Ghosn, Jean-Paul Agon, le patron de L'Oréal, eux ils commentent la BCE parce que ça a un impact sur les devises, et on sait que les effets de change c'est important. Là, qu'est-ce qu'elles disent les entreprises que vous avez rencontrées? Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est là où on peut investir, je pense, c'est pas parce que je suis gérant européen, j'essaye justement d'avoir une démarche plutôt honnête, c'est que je pense que les actions européennes sont la classe d'actifs clairement à privilégier aujourd'hui. Le bon côté par rapport à votre question, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte, les entreprises sont prudentes. Les guidances qui ont été données jusque-là sont prudentes. La baisse de l'euro, c'est quelque chose d'assez récent. Quand en Allemagne, j'ai pu rencontrer SAP, par exemple, quand j'ai rencontré Linde, des sociétés qui, par exemple, avaient donné des guidances qui étaient un petit peu mal perçues par le marché, peut-être un petit peu trop prudentes. C'est des gens qui, notamment, ont fait leur guidance sur la base d'une parité euro-dollar moyenne de 2014. Le monde a un petit peu... Donc à quoi, 1,30 Moi, c'est ce qu'on disait à nos clients en fait chez Mansartis. Je pense que en 2015 sur l'Europe, on va passer d'un scénario où on a eu des mauvaises nouvelles finalement depuis 2011 avec des corrections de bénéfices sur les sociétés à la baisse. Et là, on va rentrer à mon avis dans une ère où on va continuellement avoir des bonnes surprises. On a quand même un environnement, baisse des matières premières en Europe, c'est une bonne chose, baisse de l'euro. On a des flux de liquidités qui sont très forts. Donc on parlait d'investissement tout à l'heure. Je pense qu'aussi ça va être parfait pour le M&A. Fusion-acquisition vont clairement reprendre. Et ça va être aussi un boost parce que c'est un moyen pour les sociétés. Parfois, c'est parce que je préfère de faire des synergies de coûts et d'essayer encore de gratter encore un peu ce qu'il peut avoir gratté, mais surtout de faire des synergies de vente. Et là, on peut créer de la valeur et toujours la même chose, favoriser des sociétés où le management alloue correctement le capital, c'est une très bonne opportunité. On comprend effectivement que les facteurs que vous avez cités, pétrole, baisse de l'euro, les taux d'intérêt très bas, financièrement sont intéressants pour les entreprises européennes, en particulier celles qui exportent. Est-ce qu'au-delà de ça, est-ce que dans votre logique d'investissement aujourd'hui, vous jouez aussi la reprise économique de l'Europe? C'est-à-dire, ou est-ce que vous dissociez les deux? Vous dites, il y a des éléments financiers intéressants, des effets de change, des effets matières premières qui sont bons financièrement pour les entreprises et donc pour leurs bénéfices et donc pour le bénéfice par action, et donc j'investis dans cette logique-là. Ou vous dites aussi, tout ça va avoir un effet de reprise sur l'économie de la zone euro et donc je joue à travers mes investissements la reprise économique. Alors, ce qui est deux choses différentes. Alors, je joue pas. Déjà, c'est la première chose. C'est pas forcément péjoratif de dire jouer en bourse, hein, mais voilà. Pour moi, investir en bourse, c'est pas justement favoriser des thèmes par rapport à des choses. Voilà, vous allez me dire que c'est pas un pari non plus, mais bon, totalement un investissement. Moi, vous savez très bien que la macro, j'ai un petit peu du mal. En revanche, quand on était au mois d'octobre, les niveaux de valorisation des sociétés montraient que le marché anticipait une récession. Pour moi, on n'y était pas, ou en tout cas, même si on y arrivait, en quelque sorte, c'était déjà pris en compte. Donc, pour moi, ce qui se passe, c'est juste la suite logique. Les gens avaient peut-être un petit peu oublié que le cahier des charges de la BCE, c'était avant tout de gérer l'inflation. Donc là, on est en effet en train de redécouvrir que la BCE a un objectif d'inflation de 2%. Donc elle va tout faire pour y arriver. Mais je suis relativement jeune dans le métier, j'ai 35 ans. Mais c'est des choses qui est dans le cahier des charges de la BCE, qui n'est pas la même chose aux États-Unis. Donc,
pour moi, ce qui se passe, c'est la suite logique. Et on peut, à mon avis, avoir en Europe ce qu'on a eu aux États-Unis, où on est aussi très en retard sur les niveaux de rentabilité, sur les niveaux de croissance. Et peut se créer un scénario où ça devient un cercle vertueux. Les sociétés vont réinvestir, recréer de la valeur, recréer du free cash. Et à partir de là, les niveaux de valorisation, on va se rendre compte que c'est pas si cher parce que les E vont monter plus vite que les cours peut-être. Alain, on peut être dans un scénario à l'américaine avec un QI, une politique budgétaire qui font que les entreprises effectivement ont retrouvé leur marge, tout ça, un cercle vertueux qui s'est mis en place, ou dans un scénario à la japonaise où là aussi il y a eu des effets financiers importants, alors de translation avec la baisse du yen qui a pas tellement joué sur les volumes d'exportation, mais qui a joué sur l'écriture des entreprises, et en même temps une économie là qui replonge en récession, une inflation qui est quand même toujours un peu brinque-ballant. Vous voyez ce que je veux dire, avec une dissociation complètement des effets financiers du QI et des effets économiques et macroéconomiques fondamentaux. On est vraiment dans trois situations complètement différentes. D'accord, donc c'est encore une troisième situation. Et à la limite, différente. je préfère la situation européenne aux deux autres en fait. C'est-à-dire que je pense qu'une large partie de la croissance des États-Unis a été liée à un effet matière première extrêmement positif, avec beaucoup de création d'emplois. Et je pense que la situation n'est pas encore assainie aux États-Unis et le rebond, il est largement dû à un effet pétrole qui va un peu s'amoindrir. Donc on voit bien que les taux US baissent contre toute attente. Alors il y a des phénomènes d'arbitrage, mais il y a ce phénomène-là. Donc je pense que les États-Unis vont pas avoir un rebond aussi marqué que ça de leur activité. Donc le temps qu'elles reconstruisent aussi une situation plus saine. Le Japon, enfin vous savez, on en a parlé plusieurs fois. Et je pense que les anticipations de déflation sont tellement marquées que le gain qui a été fait par la baisse du yen a été remise dans les marges d'entreprise, qui n'est pas encore redistribuée, qui va mettre beaucoup de temps à être redistribuée. Donc, alors après qu'il y ait des entreprises japonaises qui soient très intéressantes, j'en doute pas, mais jouer simplement le marché japonais par la baisse du yen, je pense que c'est un peu une erreur. Enfin bon, aujourd'hui les femmes qui ont réussi quand même à gagner. Oui, les femmes donnent tort, mais bon, voilà, je préfère la situation européenne à la limite. Vous n'êtes pas à l'aise avec les fondamentaux et ce qu'il y a derrière. C'est ça. Et, je pense que la situation est finalement, paradoxalement, contre toute attente par rapport à ce qu'on pouvait lire sur la zone euro depuis 3 ans, finalement, les choses se reconstruisent de manière plus saine. Et ce qu'on voit sur la baisse de l'euro et la baisse du pétrole, c'est extrêmement bon pour les entreprises européennes, en particulier les françaises. Donc je pense qu'on va avoir un effet financier par la baisse de l'euro, un réajustement de ce type-là, mais également des entreprises qui bénéficient de cette, on va dire, de ce petit cadeau à un moment donné où en plus les taux sont extrêmement bas, peuvent leur permettre d'investir de manière relativement peu coûteuse. Donc on peut recréer une mécanique qui est finalement assez saine parce qu'elle est fondée sur quelque chose qui est beaucoup mieux réparti qu'un simple immobilier ou matières premières qui montent ou qui baissent et qui peuvent favoriser ponctuellement une zone. Donc je pense que la situation... Alors après, il va y avoir des chocs. Et ça, je pense que on est dans des marchés aujourd'hui où les distributions de risques extrêmes sont beaucoup plus violentes et beaucoup plus élevées qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait une courbe de distribution des risques qui était assez bien répartie, équilibrée, où on pouvait prendre des positions pour se couvrir. Là, et l'exemple typique, c'est ce qui s'est passé sur la Suisse. Personne ne s'était couvert contre cet événement et l'effet est complètement dévastateur. Et le problème, c'est que c'est pas linéaire, c'est qu'il y a des sauts. Et c'est extrêmement difficile de gérer ce genre de choses. Et ça milite pour quand même faire un peu attention sur ces marchés quand même. Sébastien, vous du coup, dans ce contexte-là, où est-ce que vous trouvez de la valeur justement là? Quels sont, parce qu'il y a des secteurs en particulier. Vous êtes stock picker bien sûr, mais est-ce qu'il y a quand même, je sais pas, des grands secteurs ou plutôt des grandes entreprises, des petites entreprises là? C'est quoi le profil d'entreprise que vous chassez aujourd'hui là? Alors déjà, ce que j'avais acheté depuis le mois d'octobre, parce que finalement ça a plutôt fonctionné. C'est vrai qu'on rappelle un creux de marché en octobre où on retombe à 3008 là. On avait un biais sur des valeurs cycliques. Alors c'est pas parce que justement on voulait à tout prix acheter des valeurs cycliques, mais on trouvait des niveaux de valorisation sur Vicat, sur Lafarge, sur Volkswagen, sur Imerys qui nous paraissaient juste trop faibles. Donc déjà, on est content parce que il y a des retournements. Je regardais Volkswagen tout à l'heure. Depuis le point bas, on a pris 35%. Les small caps, c'est quelque chose qu'on a aussi pas mal racheté pendant cette période-là. Alors, il y en a aujourd'hui qui commencent très très bien à fonctionner, d'autres où ça peut prendre un petit peu plus de temps. C'est le marché aussi des small et mid caps, il faut savoir l'appréhender. Et puis moi, vous savez, j'aime bien être contrariant. Donc quand il y a un actif, par exemple, comme les majors pétrolières qui baissent de 30-40% en l'espace de quelques semaines, moi j'aime bien chercher les inefficiences de marché. Monsieur Marché a souvent raison. Mais je me suis juste posé la question, tiens, est-ce que Total, qui aujourd'hui propose un rendement de 6,5, est-ce que son dividende, il est pérenne ou pas? Parce que 6,5 de rendement pour un investisseur, c'est déjà beau, quoi, en quelque sorte. C'est la même chose pour Royal Dutch Shell. Et s'il y a deux acteurs, à mon sens, à avoir justement sur les majors, c'est sans doute cela, parce que le dividende
est sans doute pas à risque. Shell, on a un des meilleurs bilans, on a très peu de dettes au sein du bilan. Total, on a aussi les capacités à couper les capex, parce que aujourd'hui, les analystes qui vous disaient le pétrole, ça va rester structurellement à 100, puis peut-être à 150, et puis maintenant, c'est les mêmes qui vous parlent de 30, 20 dollars, j'en sais rien. Alors, ils ont commencé à corriger leurs estimations sur le prix du pétrole, mais ils ont assez peu corrigé les niveaux d'investissement des sociétés. Et donc, c'est là où je pense qu'on aura peut-être des bonnes surprises, et qui d'ailleurs a peut-être un peu permis de stabiliser le cours du pétrole ces derniers jours. C'est comme on commence à avoir des sociétés qui justement annoncent des plans de coupe d'investissement, justement, on se rend compte qu'il y a peut-être un peu de bonnes surprises. Donc ça, c'est que la bonne surprise. Juste, je précise, hein, ils coupent leurs investissements. Il y a derrière des postes qui sont supprimés, évidemment, à la clé. Mais du point de vue financier, l'idée, c'est qu'ils arrivent à protéger leurs dividendes, ce qui fait l'intérêt de leurs titres en bourse. Hein. Il y a l'histoire qui est peut-être pas très sexy. Le cours du pétrole, j'en sais rien, va peut-être rester faible. Mais après, il y a la valorisation. Moi, j'aime pas trop le marché grec pour des raisons de gouvernance d'entreprise, mais quand j'ai vu ce qui a pu se passer sur le marché grec avec une telle défiance, forcément, j'ai essayé de chercher un acteur et on a acheté une valeur qui s'appelle Jumbo, qui est un distributeur d'extrêmement bonne qualité, qui est propriétaire de ses magasins, qui fait des marges aux alentours de 20-25% et qui se paye aujourd'hui avec une décote de 40% par rapport aux autres distributeurs en Europe. Il détient ses murs, il a du cash dans son bilan. Il n'y a pas de problème de gouvernance d'entreprise. Mais ça veut dire que vous êtes prêt à aller encaisser quand même les secousses sur un marché comme un marché grec, parce que Jumbo, au-delà de toutes les qualités du bilan que l'entreprise peut avoir, enfin quand ça se coud sur un marché comme la Grèce, ça emporte tout le monde. Aujourd'hui, ça qui est difficile pour un stock picker, c'est que le marché peut paraître un peu fou parce qu'il est très volatile, mais il est quand même aussi parfois assez efficient. Et quand je vous parle de Jumbo, où la situation en Grèce depuis 15 jours s'est pas améliorée, par rapport aux premiers achats que j'ai faits, j'ai quasiment gagné presque 20% en fait. Ouais. Malheureusement, j'en ai pas assez. J'aurais bien voulu en avoir plus. Mais voilà, ça va très vite. Donc après, il faut faire le métier, il faut savoir être prudent. Les cours sont volatiles, acheter au bon moment et pas se précipiter. 17h30, messieurs, le fixing en direct, comme chaque soir dans Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse. On refait la séance. Alain Pitous est avec nous, directeur général adjoint de Talent Gestion, Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis, et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Alexandre, 4640 points là. Est-ce que cette séquence, est-ce que la séance du jour et les séances précédentes, est-ce que tout ça ouvre de nouvelles perspectives pour l'indice parisien et les marchés européens en général? Oui, pour moi la réponse est oui, et clairement oui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a des signaux purement techniques, après on va les agrémenter avec la macroéconomie, mais des signaux purement techniques. Le CAC qui vient chercher ses plus hauts de 2014, 4600 points, qui les enfonce et qui se redresse sur les niveaux de 2008, c'est un signal clairement fort. On avait esquissé sur votre antenne d'ailleurs plusieurs fois le scénario d'une consolidation latérale du CAC avec une reprise d'accélération haussière ensuite, et on est dans les premières phases de cette accélération. Ça ne veut pas dire que à la fin du mois et dans les semaines qui vont suivre, on va catalyser tout ça à 4008 ou 4009 très rapidement, mais ça veut dire que le premier jet qui a été réalisé par la BCE va en amener d'autres, parce que c'était la dernière information que le marché attendait avant d'accélérer plus fortement. On parlait déjà de la baisse de l'euro comme catalyseur pour les résultats de société, la baisse des prix du pétrole, le plan de relance Juncker qui va progressivement diffuser à l'économie, la poursuite tant bien que mal des réformes structurelles en zone euro, ce sont des éléments et la stabilité surtout des taux, la faiblesse des taux, qui sont de nature à stabiliser les budgets et à permettre finalement à une situation macroéconomique de s'améliorer progressivement. Donc il n'y a pas de raison de penser, hormis les épisodes comme la Grèce, mais qui pour moi sera plutôt un épisode ponctuel, de penser que le marché va subitement reperdre 15 ou 20% et retomber dans une phase de risque systémique comme on a connu en 2011 ou début 2012. Ça paraît très peu probable, et donc pour toutes ces raisons, je pense que le marché va progressivement construire sa hausse pour ensuite arriver à chercher des niveaux, on le disait, techniques. 4750, c'est la prochaine zone un peu technique. Et après, il n'y a plus grand chose avant les 5000, voire même 5200 points, c'est-à-dire toute l'oblique baissière qui passe par les plus hauts de 2000 et de 2007. Je pense que c'est l'objectif moyen terme haussier du CAC. Et pour le DAX, on peut parler des mêmes objectifs en termes de variation. Un budget à l'équilibre, par exemple, pour l'Allemagne. Donc, des possibilités de relance relativement fortes. Les mêmes catalyseurs euro et pétrole. Il n'y a pas de raison pour l'instant que le DAX s'affaisse également. Donc, je pense qu'on va aller chercher la zone des 11 500 points. On le disait simplement il y a quelques instants, le facteur de risque à court terme, c'est évidemment la Grèce. Et quand on écoute les dernières déclarations de Tsipras il y a quelques heures, c'est quand même assez violent d'un point de vue du positionnement de la Grèce par rapport à ses partenaires européens. Tsipras dit clairement qu'il n'honorera pas les engagements du gouvernement précédent, il a dit tel quel, et puis qu'il veut renégocier la dette avec ses créanciers, et surtout qu'il négociera avec ses partenaires européens en excluant Merkel. Il a dit qu'il ne parlerait pas à Merkel. Donc on a quelque chose d'assez radical
verticale en termes de positionnement et qui peut effectivement créer une situation de volatilité fin janvier, début février, avec des moments de repli temporaire sur le CAC, mais je ne pense pas que ça amène des situations très, très graves. Donc, les perspectives en zone euro, pour moi, vont progressivement s'améliorer et surtout, je pense que le QE qui a été lancé par la BCE peut ressembler sous certains aspects à certains QE qu'a lancé la Fed, des QE polymorphes, évolutifs, où on peut changer les montants, on peut changer les actifs également. Là, il y a 45 milliards à peu près sur les dettes souveraines. S'il y a besoin d'accélérer, de monter à 50 et de changer un peu par rapport aux ABS, aux covered bonds, la BCE peut le faire. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'après avoir lancé tout ça, la BCE, finalement, réduirait la voilure. Donc, ça ne peut qu'aller en s'accroissant et tous les pays qui ont expérimenté le QE, États-Unis, Japon, en Angleterre, tous les marchés actions de ces pays ont tous connu des envolées relativement fortes. Donc il n'y a pas de raison que le CAC et le DAX, et donc que ces places financières-là, parisiennes et allemandes, connaissent des sorts différents. Donc on va rester effectivement nettement haussier sur ces marchés-là. Pas de raison. Alors c'est aussi votre sentiment peut-être, Alain, mais sauf que le QE européen, il arrive beaucoup plus tard que le QE américain, que celui de la Banque centrale d'Angleterre, que la Banque centrale du Japon. Il arrive tard, il arrive déjà dans un moment où les taux sont très bas, ou vous voyez ce que je veux dire? Oui. La question du timing, est-ce que ça change quelque chose sur l'impact financier, l'impact que le QE peut avoir sur les actifs financiers? Alors sur les actifs financiers, non, ça change rien. Ça ne peut faire qu'accroître la baisse des taux. Donc c'était déjà des mouvements qui étaient enclenchés. Après, je pense que la situation était quand même là aussi différente. On a été probablement avec plus de déséquilibre, avec des pays qui étaient quand même out par rapport à tout ce qu'on pouvait penser en termes de dette, etc. Donc je pense qu'il y avait cet effort interne à faire avant de commencer à faire des choses un peu transversales. Et la Banque centrale fait quelque chose qui est un peu européen et permet de donner un peu de souffle à ce moment-là. Alors après, j'entends le risque grec. Et effectivement, il y a un risque grec. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Juste, j'attire l'attention. Les déclarations du vendredi. 2 jours avant les élections, on pourrait ressortir un certain nombre de discours en France où le discours du vendredi ne correspondait pas tout à fait à la politique qui a été mise en place, donc faudrait nuancer ça. Mais non, je pense qu'il arrive effectivement probablement on va dire un peu tard par rapport à tout ce qu'on a pu avoir comme nouvelles, mais et par rapport à tout ce qui a pu se passer dans les autres pays. Mais je pense qu'il fallait attendre pour que, encore une fois, les premières mesures de restructuration soient prises pour commencer à construire sur quelque chose de solide. Le système bancaire, on aurait fait quelque chose en 2010, 2012, dès 2012, ça aurait été aberrant. Pourquoi les banques sont à la traîne là Alors, je pense que les banques sont à la traîne parce qu'il y a beaucoup de mauvaises ondes autour des banques depuis très longtemps. Elles sont engluées. Elles ont un QI, non, c'est quand même la première récipiendaire de l'argent. Oui, mais elles sont engluées dans des restructurations extrêmement importantes depuis très longtemps, qui leur coûtent beaucoup d'argent, une régulation qui est effectivement difficile à mettre en œuvre. Donc il y a de mauvaises ondes. Des milliards. Oui, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas dit qu'elles le remobilisent directement parce que ça va se faire assez lentement. Et puis si on regarde aussi ce qui s'est passé dans les autres pays où il y a eu un QE, si vous prenez les États-Unis et l'Angleterre, le secteur bancaire américain, il n'a pas forcément tellement performé pendant le QE par rapport à d'autres secteurs. Donc il y a ce phénomène un peu de mécanique aussi quand même. Sébastien, QE ou sans QE, les banques, c'est pas trop votre truc. Ça fait quelques années qu'on se parle. Non, le QE, ça change rien pour vous vis-à-vis de du secteur bancaire. Pour mes clients, de la même façon que pour moi, en fait, du coup, j'investis dans les sociétés que je peux comprendre. Une banque, pour moi, c'est compliqué parce que comme j'aime bien fouiller, alors j'adore aller visiter les usines, mais j'aime bien fouiller dans les comptes, essayer de comprendre les choses. Dans une banque, c'est quand même assez compliqué. Et je suis assez d'accord sur justement un peu la défiance des investisseurs à l'égard des banques. Je pense aussi ce qui joue, c'est on a quand même des mouvements qui sont assez brutaux sur les devises. On a eu dès qu'il y a eu la baisse du rouble, on s'est interrogé sur certaines banques, notamment Société Générale. Quand il y a eu justement la forte poussée du franc suisse, c'est pareil. Il y avait quand même des banques qui arbitraient continuellement, surtout des hedge funds. Donc s'il y a des gros hedge funds qui explosent, il y aura peut-être un impact sur les banques. Il y a ce scénario grec aussi qui pèse, donc c'est compliqué. C'est quand même beaucoup plus simple d'acheter du Vicat. C'est du ciment. Ils sont présents en Inde, aux États-Unis, en France, en Suisse. Et j'en parle d'ailleurs parce que ça fait partie comme elle est peut-être moins bien suivie que Heidelberg Cement, Lafarge, etc. C'est
une des très rares sociétés en Europe qui profite vraiment de façon forte de la hausse du franc suisse, parce qu'aujourd'hui Vicat fait 15% de son résultat opérationnel à peu près en Suisse. Alors c'est que un effet de translation, parce que les coûts sont locaux, mais c'est une petite cerise sur le gâteau sur un titre qui était déjà pas très cher, qui a une exposition en Inde où il y a un levier opérationnel, les volumes repartent à la hausse, les prix repartent à la hausse. Aux États-Unis, l'année dernière, ils ont recommencé à gagner un peu d'argent. Alors je dis pas qu'on va revenir en haut de cycle où ils gagnaient à peu près 200-250 millions, mais peut-être qu'on va se retrouver entre les deux. Donc finalement, il y a un seul pays qui va poser problème, c'est la France, mais comme c'est une situation de presque de monopole sur certaines zones géographiques, les prix tiennent. Donc on a un groupe qui est aujourd'hui sous-valorisé. Moi, c'est la première ou deuxième ligne dans mon portefeuille, et je suis très à l'aise sur ce groupe-là, par exemple. Vicat, effectivement, une de vos valeurs préférées là pour cette année. En tout cas, en ce moment, dans votre portefeuille, vous parliez effectivement, vous évoquez les chocs sur les devises. Là aussi, Alexandre, sur l'euro, là encore, ça a été très très violent, très très puissant aujourd'hui face à toutes les devises. Bon, on a l'impression, alors tout le monde a la parité en tête, mais on a l'impression qu'on va l'atteindre beaucoup plus rapidement que ce que tout le monde imaginait là, Alexandre. Alors je serais quand même beaucoup moins, on va dire, affirmatif sur la question de la parité, parce qu'on a quand même baissé par rapport à, il faut bien se souvenir que par exemple en mai-juin dernier, donc il y a seulement 8-9 mois, on était encore à 1,40 sur l'eurodoll, donc on est tombé quasiment à 1,11 tout à l'heure, quasiment 20% de baisse en l'espace de quelques mois, c'est quand même assez phénoménal. Donc je pense qu'en plus, on est en train de toucher des niveaux techniques importants. Vous savez, moi j'aime bien travailler sur les graphiques long terme, et on voit que sur un graphique très long terme, quand vous remontez au début des années 2000, vous voyez que toute la phase de hausse de l'euro par rapport au dollar, on a touché quasiment donc à 60 et on repart ensuite progressivement, retour à 40 et ça retombe. On est venu chercher ce matin un niveau de correction qui correspond à 61,8%. C'est quasiment donc 2/3 de correction de toute la phase de hausse historique de l'euro. Ce sont des niveaux qui ne sont pas anodins, si vous voulez, à la fois pour des systèmes automatiques et autres. Il y a des prises de plus-value qui se font là-dessus. D'ailleurs, on a vu que l'euro a commencé à rebondir après le test de ces niveaux-là. Donc, je pense que ça peut encore baisser, mais on a vu par exemple sur la déclaration de Queré il y a quelques instants, l'euro n'a pas replongé immédiatement, malgré les propos très accommodants de Queré qui parlait d'un éventuel QE2. Donc, on sent que des niveaux forts ont été touchés, très proches de l'indice, donc niveau symbolique. Je ne dis pas que ça n'a pas encore baissé, je pense qu'on peut le chercher à 1,08, 1,09, mais je pense qu'en termes d'opérationnel pur, il faut attendre de chercher les tendances. Quand le marché rebondit comme ça de quasiment 200 points par rapport à ses plus bas intraday, il faut alléger, couper, et attendre qu'on vienne rechercher dans un momentum assez dynamique la zone des 1,11, et là on cherchera l'enfoncement dans un contexte macro qui sera en plus porteur pour aller chercher les 1,08 ou 1,09. Donc je pense qu'on peut aller plus bas, mais en revanche je ne m'aventurerai pas sur le terrain de la parité, c'est encore très très loin, on a énormément baissé, donc je pense qu'une incursion sur l'indice, oui, pour l'instant, mais pas plus dans les semaines qui viennent. Merci Alexandre, merci de nous avoir accompagnés pour cette fin de semaine et pour la clôture de cette séance. Alexandre Baradez, chef analyste d'IG. Je vous rappelle le CAC ce soir en plus 1,9%, 4640 points. On marque une dernière pause et puis retour de nos invités pour vivre ensemble la fin de ce club de la bourse. Alain Pitous et Sébastien Lemonnier qui sont avec nous ce soir.